Pour comprendre les Saïtes, commençons par situer leur monde. La dynastie Saïte, qui règne de 664 à 526 avant notre ère, émerge dans une Égypte en crise, après des siècles de division et de domination étrangère. Ces pharaons, d'origine libyenne, viennent du delta occidental, une région marécageuse à l'ouest du Nil, autour de la ville de Saïs. Cette ville, dédiée à la déesse guerrière Néite, devient leur capitale et le symbole de leur pouvoir. Mais qui sont ces Libyens ? Ce sont des descendants de pasteurs nomades installés en Égypte depuis des siècles, qui ont adopté la culture égyptienne, ses rituels et ses titres de pharaon. Pourtant, leur royaume reste fragile. Né sous l'influence des Assyriens, il doit faire face à des voisins menaçants, comme les Babyloniens et bientôt les Perses, dont l'empire grandit à l'est. Comment une dynastie issue d'une région aussi marginale parvient-elle à transformer l'Égypte en une puissance ? Plongeons dans cette histoire fascinante. Pour comprendre la vulnérabilité des Saïtes, il faut se plonger dans le contexte géopolitique du 7e siècle avant notre ère. À cette époque, l'Égypte sort d'une période de domination par les Koushites, une dynastie venue de Nubie au sud. En 665 avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien, une superpuissance de l'époque basée en Mésopotamie, chasse les Koushites et place Psamétique Ier, un prince local de Séis, sur le trône. Mais ce soutien a un prix, Psamétique doit son pouvoir aux Assyriens, ce qui fait de l'Égypte un État vassal, dépendant d'une puissance étrangère. Cette dépendance n'est pas le seul défi. L'Égypte saïte hérite d'un pays affaibli, divisé par des siècles de luttes internes et de conquêtes. Les grandes villes comme Thèbes, autrefois des centres de pouvoir, sont en ruine après les invasions assyriennes. Les statues saïtes, sculptées dans une pierre noire polie, symbolisent une volonté de grandeur, mais elles cachent une réalité. L'Égypte n'est plus la superpuissance qu'elle était sous les pharaons du Nouvel Empire, 1000 ans plus tôt. À l'est, les Babyloniens succèdent aux Assyriens, et plus loin, l'Empire perse commence à s'étendre, menaçant l'Égypte. Les Saïtes, malgré leurs efforts pour centraliser le pouvoir et développer une marine, doivent naviguer dans un monde où ils sont entourés de géants. Alors comment Psamétique Ier parvient-il à surmonter ces défis pour unifier l'Égypte ? Psamétique Ier, qui règne de 664 à 610 avant Jésus-Christ, est le véritable architecte de la dynastie saïte. Pour comprendre son succès, il faut regarder à la fois le contexte historique et la géographie de son royaume. Après la chute de Thèbes face aux Assyriens en 664, les Koushites qui dominaient le sud de l'Égypte abandonnent leur projet de reconquête. Cela laisse un vide de pouvoir que Psamétique exploite avec intelligence. Son règne, exceptionnellement long pour l'époque, 54 ans, lui donne le temps de consolider son autorité. Mais son plus grand atout, c'est la région du delta occidental où se trouve Saïs. Cette zone, faite de marécages et de terres fertiles, est difficile d'accès, ce qui la rend stratégiquement précieuse. Autrefois, sous les Ramessides, au 2e millénaire avant Jésus-Christ, ces marécages servaient à l'élevage, et des forteresses contrôlaient les pasteurs libyens qui s'y installaient. Psamétique transforme cette région marginale en un centre de pouvoir. Imaginez un chef local qui, partant d'un territoire isolé, en fait la capitale d'un royaume unifié. Il s'appuie sur des forteresses, des alliances avec les élites locales, et une administration centralisée pour imposer son autorité. Mais comment transforme-t-il ces marais en une force politique et militaire ? C'est ce que nous allons voir en explorant l'identité des Saïtes. Pour comprendre les Saïtes, il faut remonter à leurs racines. Les Saïtes sont des descendants de Libyens, un peuple de pasteurs nomades venus de l'ouest, installés dans le delta du Nil dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Au fil des siècles, ces Libyens se sont intégrés à la société égyptienne, adoptant ses coutumes, sa religion et ses titres royaux. On les appelle des Libyens égyptianisés. Leur base, la ville de Saïs, située dans le delta occidental, devient le cœur de leur pouvoir. Cette ville est dédiée à Néite, une déesse guerrière et protectrice, dont le culte est central pour les Saïtes. Mais pourquoi Saïs reste-t-elle si importante pour eux ? D'abord, elle est leur berceau. Les rois saïtes, comme Psamétique Ier, choisissent d'être inhumés dans le temple de Néite, un geste symbolique qui montre leur attachement à cette ville. Ensuite, Saïs leur permet de contrôler le delta, une région riche mais divisée. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, après la chute du Nouvel Empire, l'Égypte s'est fragmentée en plusieurs royaumes locaux, notamment dans le delta, avec des villes comme Bousiris ou Mendes. Les Saïtes remplacent ces chefs locaux par des gouverneurs loyaux, centralisant le pouvoir. Un exemple frappant de leur autorité vient d'une stèle découverte à Saqqara. Elle raconte une révolte dans le delta. Psamétique, alors près d'une pyramide, apprend qu'une foule rebelle marche sur Memphis.
Il mobilise rapidement son armée pour écraser la rébellion, comme un roi moderne rétablissant l'ordre dans une province agitée. Ce contrôle strict, centré sur Saïs et soutenu par une administration fidèle à Néith, fait des Saïtes une force nouvelle. Mais comment organisent-ils leur royaume pour le rendre plus fort? Quel est le secret derrière la force de l'État saïte? La force de l'État saïte repose sur une organisation ingénieuse qui combine pouvoir centralisé et alliances locales. Pour comprendre cela, imaginons le royaume comme une machine bien huilée. Au sommet, le roi, comme Psamétique Ier, dirige un grand conseil, une assemblée de nobles qui inclut des chefs du delta ralliés à sa cause. Ce conseil permet de maintenir l'unité sans donner trop de pouvoir aux élites locales qui restent sous l'autorité des Saïtes. Mais leur contrôle ne s'arrête pas au delta. Psamétique et son fils, Néchao II, étendent leur influence jusqu'aux oasis du désert occidental, comme Bahariya et Siwa. Ces oasis, souvent négligées, deviennent des centres économiques clés. Sous les Saïtes, on est construit des temples en pierre, comme à Mout el-Karab, pour marquer leur présence. Ces régions produisent du vin et servent de point de passage pour les caravanes transportant de l'or et des aromates, reliant la Nubie à la Méditerranée. Imaginez des marchands traversant le désert, leurs caravanes chargées de richesses, renforçant la prospérité de l'Égypte. Sous Amasis, le temple de l'oasis de Siwa devient un symbole de cette domination. En contrôlant à la fois les marais du delta et les oasis du désert, les Saïdes créent un réseau économique et politique qui soutient leur pouvoir. Mais pour vraiment unifier l'Égypte, ils doivent conquérir le cœur des grandes villes comme Memphis. Comment s'y prennent-ils? Comment les Saïdes séduisent-ils Memphis? Memphis, l'une des plus anciennes capitales de l'Égypte, est un enjeu majeur pour Psamétique Ier. Pour comprendre son approche, il faut voir Memphis comme un centre politique et religieux où le soutien des élites et du peuple est crucial. Psamétique agit en stratège. Il intègre les généraux locaux dans son conseil, créant des alliances solides avec les notables de la ville. Mais son coup de maître, c'est d'utiliser le culte du taureau Apis, un symbole sacré pour les Égyptiens. Le taureau Apis, considéré comme une incarnation du dieu Ptah, est vénéré à Memphis. Psamétique finance l'agrandissement des souterrains de Saqqara, où les taureaux sacrés sont inhumés après leur mort. Il organise des funérailles grandioses, qui durent 70 jours, et attirent des foules venues de tout le pays. Ces cérémonies, accessibles à tous, contrastent avec les cultes élitistes des grands temples. Imaginez une fête nationale qui unit le peuple autour d'un symbole commun. En parallèle, Psamétique favorise l'émergence d'une classe moyenne, des petits entrepreneurs, des prêtres subalternes, des scribes. Ces derniers adoptent l'écriture démotique, une forme simplifiée et rapide des hiéroglyphes, parfaite pour les contrats et l'administration. C'est comme si un royaume modernisait sa bureaucratie pour être plus efficace. En soutenant le culte d'Apis et en renforçant l'économie locale, Psamétique gagne le cœur de Memphis. Mais comment s'impose-t-il dans le sud, à Thèbes, où les élites restent fidèles aux Couchites? Quelle est la clé de la conquête du sud? Thèbes, la grande ville du sud, est un défi pour les Saïtes. Cette métropole religieuse, centre du culte d'Amon, reste fidèle aux Couchites qui ont laissé une forte empreinte. Pour comprendre comment Psamétique conquiert Thèbes, il faut voir son approche comme celle d'un diplomate habile, évitant la guerre au profit de la négociation. D'abord, il sécurise le centre de l'Égypte, en plaçant un gouverneur libyen fidèle à Héracléopolis, une ville stratégique. Ce gouverneur gère les impôts et contrôle les routes commerciales jusqu'à Éléphantine, près de la Nubie, comme un intendant centralisant les richesses d'un royaume. À Thèbes, Psamétique mise sur un coup diplomatique. Il envoie sa fille, Nétocris, pour être adoptée comme divine adoratrice d'Amon, une prêtresse influente, moyen de s'assurer la loyauté des élites thébaines sans verser le sang. Sous son fils Néchao II, les Saïtes renforcent leur emprise en finançant des travaux au temple de Karnak et en installant des administrateurs fidèles. Mais alors que les Saïtes consolident leur contrôle, une menace grandit à l'horizon. L'Empire perse, en pleine expansion, commence à convoiter l'Égypte. Comment les Saïdes cherchent-ils à rayonner au-delà du Nil? Comment les Saïdes deviennent-ils une puissance méditerranéenne? Pour comprendre comment les Saïdes deviennent une puissance méditerranéenne, il faut regarder au-delà de l'Égypte, vers la mer. En 609 avant Jésus-Christ, la chute de l'Empire assyrien ouvre des opportunités dans le Levant, mais Néchao II est rapidement défait par les Babyloniens en 605. Il change alors de stratégie et se tourne vers la mer. Son projet le plus ambitieux? Creuser un canal reliant le Nil à la mer Rouge, près de Suez. Imaginez des milliers d'ouvriers travaillant sous un soleil brûlant pour créer une voie navigable
ouvrant l'Égypte au commerce avec l'Arabie et l'Inde. Néchao II construit aussi 2 flottes de trières, des navires de guerre rapides, l'une en Méditerranée, l'autre en mer Rouge. Ces flottes contrôlent les routes maritimes, transportant des marchandises comme les aromates et renforçant la richesse de l'Égypte. Une expédition phénicienne, financée par Néchao, tente même de contourner l'Afrique, un exploit audacieux pour l'époque. Psamétique II, son successeur, affaiblit les Couchites en 592, consolidant le contrôle de Thèbes. Plus tard, Amasis, un pharaon visionnaire, conquiert Chypre et s'allie à des cités grecques comme Naucratis, un port commercial florissant. Mais malgré ses succès, l'Égypte reste vulnérable face à l'Empire perse, qui étend son influence en Asie. Alors comment les Saïdes financent-ils ces ambitions maritimes ? Quel est le secret derrière l'économie capable de soutenir une marine de guerre ? Construire une marine et un canal coûte cher, surtout sans tribut étranger. Alors comment les Saïdes financent-ils leurs ambitions ? La réponse réside dans une gestion intelligente des ressources internes. Ils créent des postes de douane aux frontières, comme en Nubie, où des officiers taxent les marchandises tout en surveillant les intrus. Dès le règne de Psamétique II, une cour des comptes centralise les revenus, gérée par des scribes experts. La flotte royale, elle, fonctionne comme une entreprise semi-privée. Des officiers saïdes supervisent les navires, mais des marchands privés transportent les cargaisons, maximisant les profits. Un scandale éclate en 556 avant Jésus-Christ, à Théoujoï, où des prêtres détournent des terres royales. Un inspecteur royal intervient, confisquant les terres pour protéger les intérêts du roi, comme le ferait un État moderne luttant contre la corruption. Ces réformes fiscales et économiques permettent de financer une marine puissante, mais face à la menace grandissante des Perses, cette ingéniosité suffira-t-elle ? De Psamétique Ier à Amasis, les Saïdes transforment l'Égypte. Nés sous influence assyrienne dans le delta occidental, ils unifient le Nil, creusent le canal de Néchao et bâtissent une marine méditerranéenne. Leur administration fiscale renforce leur pouvoir. Mais en 526, les Perses de Cambyse brisent leurs rêves.